Salut les entraîneurs, voilà un extrait d'une session coaching de coach, un moment chaque mois pendant lequel vous me partagez vos challenges et je vous propose mes solutions. J'ai vraiment envie de vous aider à entraîner l'humain derrière la machine chez vos athlètes, alors encouragez-moi à faire du contenu de super qualité en vous abonnant en cliquant sur la petite cloche. Et puis, si vous voulez faire passer votre coaching au niveau supérieur, regardez ces consultations jusqu'au bout. Prêt? Partez. Lors du tiers-temps, mes joueurs arrivent souvent frustrés ou trop confiants. Il arrive qu'un joueur s'énerve après ses coéquipiers. Il y a donc un échange houleux qui peut durer jusqu'à mon arrivée. Comment recadrer cet échange issu d'une frustration et l'utiliser pour remobiliser l'équipe? Bien. Alors, tu sais quoi, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, Thibaut, quand j'ai lu ça, c'est la vidéo suivante. Alors, dites-moi si le son marche en levant un pouce. C'est pas très dur d'entraîner. C'est dur, mais bon, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de gérer l'humain. C'est ça le plus dur. L'humain, c'est très complexe. Et puis surtout, ça pardonne rien, quoi. Rien du tout. Voilà, c'est 10 points moins pour l'année dernière. Là, t'es pas capable d'envoyer. Alors, quand tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. En tout cas, j'espère que vous avez bien entendu ce que Philippe Lucas disait dans cet extrait. C'est que l'humain, c'est particulièrement difficile à gérer. Et c'est ce que j'ai entendu quand j'ai lu ta question, Thibaut. Alors, voilà les pistes de réponse que je te propose. Si ma zapette veut bien fonctionner. Voilà, nickel. Pour commencer par la base de la réponse à cette question, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la base, il y a une émotion, tu vois, comme à la racine de ce dessin-là. Là. À la base, il y a une émotion, et cette émotion, c'est la frustration dont tu parles, et elle va provoquer, elle va engendrer un comportement bien particulier. Le comportement, notamment, qui toi t'embête, c'est celui que les joueurs vont avoir entre eux lors de ce tiers-temps. C'est bien ça, Thibaut? Ouais, très bien. Donc, tu as l'émotion, elle est là à la base, et elle engendre un comportement. Avant d'aller plus loin avec vous, j'ai besoin d'être sûr que vous compreniez que ce comportement, pour la personne qui a le comportement, ce comportement, il est utile. Quand je dis utile, ça ne veut pas dire que la personne, elle se dit je vais changer le monde avec mon comportement, je vais vraiment aider mes coéquipiers si je les insulte à la mi-temps parce qu'ils ont mal joué. C'est pas ça que je veux vous dire. Le comportement, il est utile dans le sens où les émotions, en fait, en elles-mêmes, sont quelque chose d'utile. C'est pour ça qu'elles existent chez l'être humain et elles permettent de provoquer des comportements qui sont censés être utiles. Je vous donne un exemple. La colère, c'est une émotion géniale pour faire face à l'injustice, par exemple. C'est-à-dire que si quand tu sors du magasin, tu vois, tu pensais acheter ton pack d'eau à 2 euros et un peu de viande à 3 euros et qu'en fait, tu en as pour 15 euros sur la facture, heureusement que ça génère un petit peu de colère chez toi pour que tu puisses aller à l'accueil du magasin et réagir et demander à être remboursé ça, je dirais. Euh, S'il n'y avait pas cette émotion à la base, la colère, peut-être qu'il n'y aurait pas suffisamment d'énergie pour que tu ailles t'embêter à aller à l'accueil et à réclamer ce qu'on te doit. Donc, toutes les émotions, comprenez bien qu'elles sont là parce qu'elles ont une utilité, ou en tout cas, il y a très longtemps, elles avaient une utilité pour l'être humain quand ils ne vivaient pas dans une société telle que maintenant. Et elles provoquent un comportement qui, pour la personne, est utile, est censé améliorer la situation. Alors, cette forme d'énergie-là qui aide à atteindre l'état désiré, c'est la situation dans laquelle la personne veut se retrouver, on peut se demander si on pourrait avoir un autre comportement qui soit plus utile, lui, pour le reste de l'équipe et pas seulement pour la personne. Et c'est ça dont on va parler juste après. Mais en tout cas, je me dis que quand le coach il m'écrit cette question, si ça se trouve, il se dit « Ah, moi, je veux supprimer l'émotion, tu vois, je veux couper la racine. » Et comme ça, bah, il n'y a plus de comportement embêtant ensuite. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment supprimer l'émotion, puisque ça ne dépend pas uniquement de toi, Thibaut. Tu vois, en fait, c'est la question que je te posais ici, j'ai un peu d'avance sur mon dépôt. Peux-tu empêcher l'émotion d'apparaître? Peux-tu les empêcher d'être frustrés? Malheureusement, moi, je ne crois pas que ce soit le cas, puisque c'est le terrain qui va faire ça. C'est le jeu, c'est le hockey. La frustration, elle est dans ce jeu, tu vois, qu'on appelle le hockey. Ça ne dépend pas de toi. Et donc, forcément, en fait, les graines, tu vois, elles vont se planter comme ça. J'ai mis le petit sac qui verse les graines. Et l'émotion, elle va donner quelque chose. Il y a une espèce de plante qui va jaillir. Mais là où toi, tu peux être bon et où tu peux guider les joueurs que tu entraînes, c'est sur le comportement que provoque l'émotion. Avec cette idée qu'il pourrait peut-être y avoir d'autres
comportement utile. Je te donne un exemple. J'ai entraîné un judoka en préparation mentale individuelle, tu vois, et il avait ce problème, c'est que quand il affrontait quelqu'un en match qui, sur le papier, était tout à fait moins fort que lui, tu vois, un judoka qui pratique d'habitude dans des divisions inférieures, qui a un moins bon classement, etc., ou qu'il a déjà battu, quand il allait faire un combat contre un judoka sur le papier, moins performant que lui, il se disait, il faut absolument que je préserve mon statut, je ne dois pas perdre contre cette personne, tu vois. Il faut que je préserve mon statut, c'est moi le meilleur judoka de nous deux, je dois préserver mon statut. Ça le mettait dans un état particulier. Et dans cet état dans lequel il était, ça provoquait un comportement. Le comportement, c'était quoi? C'était surtout, je dois prendre aucun risque dans le combat, parce que le judo, c'est quand même une prise de risque pour faire chuter l'autre, il faut se mettre soi-même en déséquilibre. Surtout, je dois prendre aucun risque dans le combat, de façon à préserver mon statut, à ne pas perdre, je dirais, bêtement. Et l'émotion chez lui créait ce comportement de je ne veux pas prendre de risque. Mais le comportement, il est un peu limitant, parce que du coup, il ne fait pas vraiment du judo s'il ne prend pas de risque. Et on a bossé ensemble comme ça, sur une forme de recadrage. Ça doit te rappeler la première session qu'on avait fait ensemble. Le recadrage, c'est cette idée que pour préserver son statut, ce judoka, il a peut-être d'autres comportements qu'il peut mettre en place que celui de ne prendre aucun risque, d'être un peu dans un combat figé sur la défensive. Par exemple, le recadrage qu'on a fait ensemble, ça veut dire que ce qui compte pour préserver son statut, en fait, ce n'est pas le résultat du combat, c'est comment tu combats. Ce qui fait de toi un grand judoka, ce n'est pas le résultat sur la feuille de match, c'est comment tu te comportes sur un tatami de judo. Et à partir de ce moment-là, on a pu commencer à déverrouiller les choses, parce que du coup, le comportement qui allait être utile pour lui permettre à lui de préserver son statut, c'était plus un comportement de je défends pour réussir sur la feuille de match, c'était un comportement de j'attaque pour prouver que je suis un grand judoka. Puisque ça, c'était une valeur importante pour lui, prouver son statut, prouver qui il est. Alors, il peut arriver qu'il y ait des croyances assez lourdes comme ça, tu vois, qui soient enfermées chez le sportif. Et ça, tu vas pouvoir les faire évoluer seulement, je pense, en préparation mentale individuelle. Mais dans ton cas, il y a des choses qu'on peut faire, à mon avis, sans aller jusque-là. Alors, voilà ce que je te propose. Si tu as compris qu'il peut y avoir d'autres comportements utiles pour résoudre ce problème, je te propose, moi, de faire prendre conscience aux joueurs de pourquoi est-ce qu'ils ressentent ce qu'ils ressentent et font ce qu'ils font. En fait, si tu les amènes à se questionner là-dessus, et on parlera après du timing pour faire ça, parce que là c'est une question qui doit te venir en tête, si tu les amènes à se questionner là-dessus, pourquoi est-ce qu'ils ressentent ce qu'ils ressentent et pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, ils vont progressivement s'apercevoir qu'ils sont tous frustrés, plus ou moins, par la même cause. C'est-à-dire que soit ils sont frustrés parce que les résultats en cours pendant le match de l'équipe ne sont pas les bons, soit ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas touché assez on dit de ballon dans le foot ou dans le basket, je suppose qu'on dit pas touché assez de palets dans le hockey, tu vois. En fait, ils ont ces sources de frustration qui tournent quand même autour du jeu de l'équipe, que chacun va ressentir à sa place, mais comme étant pas à la hauteur de ses attentes. Et ils sont aussi motivés tous par le même objectif. Et cet objectif, c'est soit gagner le match, soit passer un bon moment à jouer ensemble. En tout cas, il y a un espèce, tu vois, de cadre commun comme ça qui fait qu'ils sont frustrés pour les mêmes raisons et ils poursuivent tous le même objectif. Mais ça, malheureusement, quand ils sont dans l'émotion, tu vois, dans la frustration, c'est quelque chose qu'ils ont tendance à oublier. Un peu, tu vois, comme dans le couple, si tu te plains d'un truc, tu es dans ta situation et tu te plains, alors qu'en fait, tu as le même objectif avec la personne qui est à côté de toi, mais parfois, tu l'oublies parce que tu vis ta frustration à fond. Ou ta colère, ou ce que tu peux vivre dans le couple, je sais pas. Alors, moi, ce que je te propose dans ce contexte-là, c'est que plutôt qu'une réprimande individuelle, tu vois, qui pourrait être de sauter sur le cou du joueur qui est frustré et qui s'adresse aux autres de façon, je dirais, désagréable, c'est plutôt de les faire se rejoindre autour d'un discours collectif. Comment on peut faire ça? En créant dans leur tête un petit peu, je dirais, le discours suivant. Je me sens frustré à cause du résultat de l'équipe, alors je crée un comportement qui va au final nuire à l'équipe. C'est qu'ils aient cette vision de comment je me sens, crée chez moi un comportement qui en fait ne va pas arranger les choses pour l'équipe. En tout cas, pas de la façon dont il se comporte actuellement, si j'ai bien compris. Mais cette frustration, on pourrait en faire ensuite quelque chose. D'ailleurs, c'est des questions d'Alexandre plus tard aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait de cette frustration? Et donc, ce que je te propose, moi, c'est de les fédérer en leur rappelant le cadre commun que j'ai commencé à évoquer avec toi juste avant. Dans ce cadre commun,
ce discours que tu pourrais avoir à ce moment-là, au lieu de réprimander individuellement les gars, tu vois, c'est de rappeler les valeurs de ton équipe. Et moi, je suis sûr que des valeurs, tu en as. Alors, si elles ne sont pas claires pour toi ou pour ton équipe, il y a un travail à faire là-dessus, j'ai aucun doute. Peut-être que ça sera une question pour la prochaine fois, tu vois. Mais dans tous les cas, il y a des valeurs. Il faut qu'elles soient bien identifiées. Et c'est ça qui va faire la force de ton organisation. Organisation dans le sens de ton groupe, ton entreprise, ton club, toutes ces structures. Je vais te proposer aussi, moi, de mettre en valeur comme ça le travail effectué jusqu'ici pour tout le monde. Tu vois, ils en ont sûrement bavé pour pouvoir jouer sur le même terrain ensemble, que ce soit auparavant dans leur carrière ou avec toi dans les entraînements, etc. Tu vois, on vient vraiment leur parler d'efforts qu'ils ont fait comme ça ensemble. Et je suis sûr que pour toi, Claire-Marie, que même si, tu vois, c'est pas un sport collectif avec affrontement direct contre l'adversaire, comme c'est le cas au hockey, moi, je suis sûr que les filles, elles peuvent partager aussi ces choses-là, qu'elles ont des valeurs du travail effectué jusqu'ici par toutes. Et puis, évidemment, ce qu'on a vu notamment dans la vidéo bonus, je ne sais pas si vous l'avez regardé, le but, tu sais, c'est cet objectif commun qui vous rassemble. En fait, tu vas pouvoir à nouveau mettre des mots là-dessus pour leur rappeler la direction. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans la division, ils sont dans une posture de « moi, je ne reçois pas assez la balle parce que toi, tu ne me la donnes pas », moi, je, etc. Et toi, tu veux les ramener dans une posture de « nous ». Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de rappeler les valeurs, le travail effectué ensemble par l'équipe et le grand, je dirais, objectif. Alors ça, c'est ce que tu peux faire pendant. Et quand je dis pendant, ça veut dire que tu vas peu avoir le temps de poser des questions, tu vois, tu vas plutôt dire les choses. Mais, tu vois, dans préparation mentale, moi je crois beaucoup au terme préparation, ça veut dire qu'il y a un avant, notamment, et que, à mon avis, cette situation que tu vis en match, ce serait dommage de la travailler seulement en match. Tu vois, parce que quand tu as des problèmes techniques en match, tu les travailles à l'entraînement. Et bien quand tu as des problèmes d'émotion en match, pourquoi pas aussi les travailler à l'entraînement, des problèmes collectifs. Et donc, c'est la suite de ce que je te propose. Voilà ce que je te propose qu'on pourrait faire avant. J'ai inventé un mot, je crois que ça ne se dit pas comme ça en français. J'ai appelé ça méthodiser. On va essayer de méthodiser la communication de l'équipe, de mettre de la méthode dans la façon dont ils communiquent. Et pour ça, je te propose un process bien particulier de comment toi, Thibaut, tu peux communiquer. Tu vois, j'ai essayé d'être aussi concret que possible pour que tu saches quoi dire, mais avec tes mots à toi. Ce process, je l'ai appelé AVC. Oui, le nom, il est un peu bizarre, mais c'est pour que tu puisses le retenir facilement, tu vois. Donc, le process AVC, accueillir, valoriser, conseiller, voilà comment ça pourrait se passer. On est à quelques jours d'un match important pour l'équipe. Et puis, il y a quelques temps, tu as vécu un match qui s'est mal passé, comme tu l'as dit, avec ces moments de tiers-temps où le comportement des joueurs ne correspond pas à ce que tu souhaites. Et là, tu pourrais dire, ok les gars, je sais qu'en match, vous vivez des moments forts, vous vivez des moments intenses de frustration, et vous avez besoin de dire aux autres, vous avez envie de faire des reproches aux autres. Tu vois, quand tu fais ça, tu accueilles ce qu'ils ressentent, ce qu'ils peuvent vivre, tu remarques que tu remarques. Tu leur montres que tu es au courant de ce qui se passe. Tu l'accueilles. C'est ok, je vois bien que. Je sais qu'en match, vous vivez des moments forts, vous vivez de la frustration, vous vivez des trucs difficiles. Ensuite, tu vas faire la phase valoriser. Parce qu'il ne suffit pas de dire je sais que vous vivez ça, si après tu mets un grand coup de pied dedans et tu dis on s'en fout. Non, valoriser, ça veut dire c'est important pour vous, c'est important pour toi. Je sais que toi, Pierre, à chaque match, dès que tu touches pas à cette palette, eh ben, c'est une source de frustration pour toi. Et comme c'est important pour toi, bah, c'est important pour nous tous, parce qu'on est une équipe. Et comme c'est important pour nous tous, c'est important pour moi aussi, l'entraîneur. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Et à ce moment-là, tu peux passer à l'étape du conseiller, parce que tu as fait les 2 étapes d'avant, qu'il ne faudrait surtout pas oublier de faire avant de donner des conseils, sinon tu n'obtiendrais pas, je dirais, l'ouverture de tes joueurs qui, eux, se trouvent dans une situation difficile. Donc tu vois, c'est un petit peu comme s'il y avait une serrure difficile à ouvrir, et que toi, il faut que tu commences par mettre dedans la bonne clé. La clé, c'est accueillir, valoriser, et ensuite, tu peux commencer à communiquer à travers la porte que tu as pu ouvrir. Et là, tu peux leur demander, c'est une question qui n'obtient pas forcément de réponse, tu vois, mais ce serait une question du type quand vous communiquez comme ça pendant le tiers-temps, est-ce que c'est le meilleur moment pour l'équipe? Est-ce que ce que vous faites, c'est fait au meilleur moment pour l'équipe, pour le but commun qu'on a tous, pour atteindre cet objectif qui est important pour nous? Et toi de dire, tu vois, en quelques mots,
moi, je ferais jouer ceux qui privilégient l'intérêt de l'équipe. Ou alors de mettre en place certaines règles. Dire, tiens, le seul qui peut s'exprimer par rapport aux frustrations, eh ben, c'est le capitaine. Tu vois, il y a plusieurs vidéos qui montrent qu'en équipe de France de basket, quand il y a un truc qui n'allait pas, je crois que c'est Tony Parker qui prenait la parole, et puis des fois c'est tout. Alexandre il me dira si je me trompe, mais j'ai une vidéo là-dessus, France-Espagne, on verra les semaines qui viennent. Cette idée donc de soit j'impose des règles, je ferai jouer les joueurs qui agissent dans le meilleur intérêt de l'équipe pendant le match, soit j'écouterai seulement le capitaine et vous refaites remonter auprès de lui. Tu vois, c'est à toi de trouver ton fonctionnement. Mais je pense que dans cette troisième étape-là, le C de AVC, eh ben, c'est le moment où tu dis ce qui est important pour toi en tant qu'entraîneur, ce que tu veux voir. Et tu peux le dire puisque eux acceptent de t'entendre grâce à accueillir, valoriser. Et pour aller plus loin là-dedans, bah, j'ai justement, comment il s'appelle, Ancelotti qui a un mot à te dire. J'aime établir des règles avec lesquelles les joueurs sont à l'aise et qu'ils soient convaincus que ces règles sont justes. Quand tu abuses de ton autorité, c'est déjà qu'il y a un problème. Je préfère avoir un rapport sincère avec les joueurs, disons au même niveau. Ce n'est pas parce que je suis l'entraîneur que j'ai un statut plus élevé. La clé du succès d'un entraîneur est dans la relation qu'il entretient avec ses joueurs. Donc Ancelotti, je décris pas trop son parcours, hein, pour ceux qui suivent un peu le foot. Benjamin, il pourra nous en dire plus, je pense. Vous le savez. Quoi qu'il en soit, tu as vu, à la fin, il dit la clé d'un entraîneur, c'est la relation qu'il tient avec ses joueurs. Et c'est ce que je te propose dans le modèle AVC pour qu'ils puissent t'entendre par rapport à ça. Si tu as des questions, Thibaut, je les prendrai tout à l'heure dès que j'ai fini l'explication. J'en ai plus pour longtemps d'ailleurs. Ensuite, tu peux proposer une solution qui apporte même plus que ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que dans ces fameux conseils là dont je parle, tu pourrais dire, voilà, c'est important pour vous, alors je vous garantis que par rapport à ça, on aura des moments d'échange, des débriefs en équipe, des entretiens individuels. Et en fait, quand tu leur montres comme ça que tu as compris ce qu'il se passe, tu l'as remarqué, que c'est important pour toi, mais que dans le but de l'équipe et pour atteindre l'objectif de l'équipe, eh ben, il y a une notion de timing par rapport à ça. Et ben, à ce moment-là, tu peux leur dire, OK, bah, c'est important, donc on va faire des entretiens individuels, donc on fera des débriefs avec toute l'équipe pour parler de ce qui n'a pas été, peut-être, etc. Mais tu mets des mots sur le fait que bah, c'est pas maintenant, quoi. Le tiers-temps, il ne sert pas à ça. Peut-être que le tiers-temps, il sert pour toi à se concentrer sur le comment, à récupérer un peu. En tout cas, je suis sûr que tu as des objectifs, toi, pour ce tiers-temps que les joueurs t'empêchent d'atteindre à cause de leur comportement. Et si tu veux qu'ils changent leur comportement, bah, il faut que tu leur montres qu'ils vont pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, mais au moment opportun, pour tout le monde. Et c'est pour ça que je te propose aussi ici de parler de ce que tu pourrais faire après, tu vois, après le match, pour que les joueurs, déjà, ils acceptent de reporter à après leurs critiques, notamment. Donc, il va s'agir de donner, tu vois, l'opportunité de s'exprimer pour eux, avec cette idée que si les joueurs savent qu'ils seront écoutés et qu'ils se sentent considérés, ils accepteront d'attendre. Tu vois, quand tu as un problème, tu veux absolument me mettre sur la table tout de suite, si tu sais que de toute façon, on ne t'écoutera pas. Parce qu'il faut que ça sorte, tu vois. Mais si tu as un problème et que tout le monde autour de toi te montre qu'il sait que ce problème est important, mais que dans l'intérêt de l'équipe, on peut le faire plus tard, on devrait le faire plus tard, alors le joueur, facilement, il va accepter de reporter à plus tard ces choses-là. En tout cas, beaucoup plus facilement. Et puis, bien sûr, j'ai remis ce petit icône, tu sais, des entretiens individuels avec l'idée de définir le cadre. C'est-à-dire que même pour un débriefing collectif, eh ben, il va falloir définir le cadre, notamment les objectifs de pourquoi est-ce qu'on fait ce truc-là, quelle est la bienveillance dedans, quelle confidentialité il y a, quelle attitude, toi, tu te places. Peut-être que ton attitude va être très différente dans un débriefing collectif que celle d'un entraînement technique. Donc, il faudra que tu parles aussi de ton attitude. En fait, je ne vais pas reciter tous les éléments puisqu'on les a vus lors de la deuxième session. Et puis en plus, je vois que tu acquiesces, Thibaut, donc je pense que tu me suis là-dessus. Ça roule. Maintenant, juste pour terminer, pour t'aider à aller plus loin, je veux que tu saches que dans ce bouquin-là, que je ne te recommande pas forcément de lire, parce que je t'ai pris l'extrait qui va t'intéresser, dans ce bouquin qui a été écrit par des Français, la psychologie du sport et de la performance, ils ont été une trentaine à écrire ça, il y a
un passage sur les débriefings d'équipe. Et il y a un passage qui dit comment on devrait s'y prendre, tu vois, notamment quels sont les rôles du débriefeur, donc en l'occurrence, toi, a priori. Et là, je ne vous propose pas de passer du temps à lire la diapo maintenant, je veux juste te dire que, hop, j'ai mis l'image avec comment tu pourrais t'y prendre, quel est ton rôle. Et tu retrouveras dans le PDF après la séance ce texte-là, et je t'invite vraiment à le lire pour que ça te donne une idée un peu plus précise de comment tu peux t'y prendre pendant les débriefs. Félicitations d'avoir pris du temps pour te former, je suis sûr qu'autour de toi, il y a d'autres entraîneurs passionnés comme toi. Alors si tu penses que cette vidéo peut leur être utile, eh ben partage-la maintenant. Moi j'ai vraiment envie de t'aider à transformer la relation que tu as avec tes athlètes et à intégrer efficacement la prépa mentale dans ton intervention. Alors si cette vidéo t'a été utile, ben mets-moi un petit pouce bleu pour que je sache que c'est la bonne direction pour créer du contenu. Et puis en attendant et avant la prochaine fois, souviens-toi, entraîne l'humain avant la machine. Ciao.